Alors, gare au langage. Il a ses origines, ses racines hors de nous, loin de nous. L'équité. Voilà bien l'un de ces mots abstraits, au même titre que celui de liberté, dont Paul Valéry rappelait pertinemment qu'ils imposaient aux philosophes, a fortiori aux métaphysiciens, de procéder à un nettoyage de la situation verbale pour s'assurer de ce qu'ils permettent véritablement de dire. Avec d'autant plus d'attention que ce terme d'équité flirte d'emblée et dangereusement avec l'éthique et la politique, et que grande est la tentation, plutôt que de le dire, de le chanter. Lorsqu'il veille à l'équité, grosso modo, le juriste, nous l'avons vu ce matin, sait de quoi il parle et ce qu'il a à faire. Il sait que, pour citer encore le stagirite, ce qui fait difficulté, c'est que l'équitable est juste, non pas juste selon la loi, il est plutôt un ajustement de ce qui est légal. La raison en est que toute loi est universelle et que sur des cas particuliers, l'universalité ne permet pas de se prononcer avec justesse. Donc, dans les affaires où il est nécessaire de prendre des dispositions générales, alors qu'il n'est pas possible de le faire avec justesse, la loi concerne la majorité des cas sans méconnaître son erreur. Mais la rectitude de la loi n'est pas en cause, car l'erreur ne lui est pas imputable, ni imputable au législateur, mais résulte de la nature même de la chose, car telle est la matière des actions. Donc, lorsque la loi énonce une règle générale et que des cas exceptionnels se présentent, il est normal de remédier à l'omission ou à l'erreur du législateur qui s'est exprimée en termes généraux. Le législateur lui-même agirait ainsi s'il était présent et il aurait précisé la loi s'il avait eu connaissance du cas particulier. Voilà pourquoi l'équitable est juste et même supérieur à une certaine forme de justice, non pas à la justice en soi, mais à la justice erronée en raison de sa généralité. Telle est précisément la nature de l'équité, elle est un ajustement de la loi dans la mesure où celle-ci est négligente en raison de sa généralité. Conscient que le droit comporte des failles, en raison même donc de son universalité, que l'application excessive du droit peut même conduire à une injustice suprême, eh bien, il s'emploie, comme les architectes de Lesbos, à faire en sorte que sa règle de plomb ne reste pas rigide, mais épouse les formes de la pierre, à déroger à l'égalité, à ne pas donner à tous la même chose, à adapter, bref, à corriger ce que la loi, dans sa généralité, peut avoir de problématique du fait de n'avoir pas pu anticiper la contingence des situations particulières de ses destinataires. Et il comprend, tel Salomon dans sa prière ou Saint Louis sous son chêne, qu'il lui faut, pour juger les hommes en équité, un cœur sympathique, plutôt que la connaissance du droit, être juste, comme on dit, non pas selon la lettre de la loi, mais selon son esprit, bref, qu'il lui faut, comme on l'a vu, humaniser la justice. Mais le philosophe, que comprend-il? Que doit-il comprendre au juste? Comment éviter que, toujours tenté, comme on sait, de néantiser le néant, il se mette à équitiser l'équité? Car il n'aime rien tant que palabrer sur la nature de la justice plutôt que sur l'injustice, sur la nature de l'équité plutôt que sur des manifestations d'inéquité. Eh bien, prenons le poète au mot pour l'empêcher de nous chanter l'équité, obligeons le métaphysicien moins à dire qu'à regarder. Car la chose est entendue. Si, vous promenant en pleine nuit dans un jardin, vous entendez brusquement les appels au secours de votre sœur, vous mettrez-vous à délibérer sur la question métaphysique de savoir si un esprit peut causer des ondes matérielles et un autre les percevoir? Dans les cas de ce genre, même le sacro-saint principe d'Occam, qui est pourtant une maxime saine de procédure scientifique, n'est comparé à la croyance vivante qu'un fantôme. Allons plus loin. Pour ôter d'emblée aux métaphysiciens toute tentation de se lancer dans les pensées abstraites que nous charrient tout particulièrement philosophie morale et philosophie politique, tâchons dans le peu de temps dont nous disposons de concentrer notre regard plutôt du côté de la philosophie de la connaissance et sur une situation dans laquelle il semble bien que l'équité ne soit pas toujours non plus au rendez-vous, à savoir dans le rapport même donc que l'individu entretient avec la connaissance. Que peut donc bien vouloir dire le philosophe lorsqu'il dénonce un manque d'équité relativement à notre rapport au savoir? Comment se fait-il que nous puissions éprouver un réel sentiment d'injustice sur ce plan? Et si nous avons bien identifié la cause de ce malaise, de quelle manière pouvons-nous espérer y répondre? Voire, y en a-t-il
même une qu'il vaudrait mieux privilégier. Eh bien, pour orienter donc notre regard, transportons-nous une petite centaine d'années en arrière, en 1901 très précisément, au moment où le malheureux Jérôme Crinquebille, marchand ambulant, est traduit en police correctionnelle pour ce qui est censé être un outrage à l'agent 64 de la force publique. Fions-nous donc à Anatole et retrouvons-nous au cœur du droit, au tribunal où chacun sait, je cite le début du texte, la majesté de la justice réside tout entière dans chaque sentence rendue par le juge au nom du peuple souverain. Jérôme Crinquebille, marchand ambulant, connut combien la loi est auguste quand il fut traduit en police correctionnelle pour outrage à un agent de la force publique. Ayant pris place dans la salle magnifique et sombre sur le banc des accusés, il vit les juges, les greffiers, les avocats en robe, l'huissier portant la chaîne, les gendarmes et, derrière une cloison, les têtes nues des spectateurs silencieux. Et il se vit lui-même assis sur un siège élevé, comme si de paraître devant des magistrats, l'accusé lui-même en recevait un funeste honneur. Au fond de la salle, entre les deux assesseurs, M. le président Bourriche siégeait. Les palmes d'officier d'académie étaient attachées sur sa poitrine, un buste de la République et un Christ en croix surmontaient le prétoire, en sorte que toutes les lois divines et humaines étaient suspendues sur la tête de Crinquebille. Il en conçut une juste terreur. N'ayant point l'esprit philosophique, il ne se demanda pas ce que voulait dire ce buste, ce crucifix, et il ne rechercha pas si Jésus et Marianne au palais s'accordaient ensemble. C'était pourtant matière à réflexion, car enfin, la doctrine pontificale et le droit canon sont opposés sur bien des points à la Constitution de la République et au Code civil. Les décrétales n'ont point été abolies, qu'on sache. L'Église du Christ enseigne comme autrefois que seuls sont légitimes les pouvoirs auxquels elle a donné l'investiture. Or, la République française prétend encore ne pas relever de la puissance pontificale. Crinquebille pouvait dire, avec quelques raisons, « Messieurs mes juges, le président Loubet n'étant pas ouin, ce Christ pendu sur vos têtes vous récuse par l'organe des conciles et des papes. Ou il est ici pour vous rappeler les droits de l'Église qui infirment les vôtres, où sa présence n'a aucune signification raisonnable. » À quoi le président Bourriche aurait peut-être répondu: inculpé Crinquebille, les rois de France ont toujours été brouillés avec le pape. Guillaume de Nogaret fut excommunié et ne se démit pas de ses charges pour si peu. Le Christ du prétoire n'est pas le Christ de Grégoire VII et de Boniface VIII. C'est, si vous voulez, le Christ de l'Évangile qui ne savait pas un mot de droit canon et n'avait jamais entendu parler des sacrés décrétales. Alors il était loisible à Crinquebille de répondre. Le Christ de l'Évangile était un boussingot. De plus, il subit une condamnation que depuis 1900 ans, tous les peuples chrétiens considèrent comme une grave erreur judiciaire. Je vous défie bien, Monsieur le Président, de me condamner en son nom seulement à 48 heures de prison. Mais Crinquebille ne se livrait à aucune considération historique, politique ou sociale. Il demeurait dans l'étonnement. L'appareil dont il était environné lui faisait concevoir une haute idée de la justice. Pénétré de respect, submergé d'épouvante, il était prêt à s'en rapporter au juge sur sa propre culpabilité. Dans sa conscience, il ne se croyait pas criminel, mais il sentait combien c'est peu que la conscience d'un marchand de légumes devant les symboles de la loi et les ministres de la vindicte sociale. Déjà, son avocat l'avait admis persuadé qu'il n'était pas innocent. Une instruction sommaire et rapide avait relevé les charges qui pesaient sur lui. Venons-en donc, si vous le voulez bien, aux faits qui sont reprochés à notre héros et à l'aventure de Crinquebille, que je résume à grands traits. Jérôme Crinquebille, marchand des 4 saisons, allait par la ville, poussant sa petite voiture et criant des choux, des navets, des carottes. Et quand il avait des poireaux, il criait bottes d'asperges, parce que les poireaux sont les asperges du pauvre. Or, le 20 octobre, à l'heure de midi, comme il descendait la rue Montmartre, Madame Bayard, la cordonnière, sortit de sa boutique et s'approcha de la voiture légumière, soulevant dédaigneusement une botte de poireaux. « Ils sont guère beaux, vos poireaux, combien la botte ? 15 sous, la bourgeoise. Il n'y a pas meilleur. 15 sous, 3 mauvais poireaux ?» Et elle rejeta la botte dans la charrette avec un geste de dégoût. C'est alors que l'agent 64 survint et dit à Crinquebille: « Circulez !» Crinquebille, depuis 50 ans, circulait du matin au soir. Un tel ordre lui sembla légitime et conforme à la nature des choses. Tout disposé à y obéir, il pressa la bourgeoise de prendre ce qui était à sa contenance. Mais la bourgeoise va prendre son temps, la situation se dégrade, la circulation devient plus intense. Crinqueville refuse d'obtempérer car il attend l'argent qui lui est dû. Or, depuis un demi-siècle qu'il poussait sa voiture dans les rues, Crinquebille avait appris à obéir aux représentants de l'autorité. Mais il se trouvait cette fois dans une situation particulière, entre un devoir et un droit.
il n'avait pas l'esprit juridique. Il ne comprit pas que la jouissance d'un droit individuel ne le dispensait pas d'accomplir un devoir social. Il considéra trop son droit, qui était de recevoir 14 sous, et il ne s'attacha pas assez à son devoir, qui était de pousser sa voiture et aller plus avant, et toujours plus avant. Il demeura. Pour la 3e fois, l'agent 64, tranquille et sans colère, lui donna l'ordre de circuler. Trinqueby avait de rester en place, une raison trop considérable à ses yeux pour qu'il ne la crût pas suffisante. Il l'exposa simplement et sans art. Nom de nom, puisque je vous dis que j'attends mon argent. Ce faisant, Trinqueby suivait son idée et obéissait à une force intérieure. D'ailleurs, il lui était impossible maintenant d'avancer ou de reculer. La roue de la charrette était malheureusement prise dans la roue d'une voiture de laitier. Il s'écria en s'arrachant les cheveux sous sa casquette: « Mais puisque je vous dis que j'attends mon argent, c'est-il pas malheureux? Misère de misère, bon sang de bon sang !» Par ces propos, qui pourtant exprimaient moins la révolte que le désespoir, l'agent 64 se crut insulté. Et comme pour lui, que vous disais-je, gare au langage, toute insulte revêtait nécessairement la forme traditionnelle, régulière, consacrée, rituelle et pour ainsi dire liturgique de mort aux vaches, c'est sous cette forme que spontanément il recueillit et concréta dans son oreille les paroles du délinquant. « Ah, vous avez dit mort aux vaches? C'est bon, suivez-moi. » Trinqueby, dans l'excès de la stupeur et de la détresse, regardait avec ses gros yeux brûlés du soleil l'agent 64 et de sa voix cassée, qui lui sortait tantôt au-dessus la tête, tantôt au-dessous les talons, s'écriait les bras croisés sur sa blouse bleue: « J'ai dit mort aux vaches, moi ?» Oh ! Cette arrestation fut accueillie par les rires des employés de commerce et des petits garçons. Elle contentait le goût que toutes les foules d'hommes éprouvent pour les spectacles ignobles et violents. Mais s'étant frayé un passage à travers le cercle populaire, un vieillard très triste, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau de haute forme, s'approcha de l'agent et lui dit très doucement et très fermement, à voix basse: « Vous vous êtes mépris, cet homme ne vous a pas insulté. »« Mêlez-vous de ce qui vous regarde, » lui répondit l'agent, sans proférer de menace, car il parlait à un homme proprement mis. Le vieillard insista avec beaucoup de calme et de ténacité, et l'agent lui intima l'ordre de s'expliquer chez le commissaire. Cependant, Trinqueby s'écriait: « Alors que j'ai dit mort aux vaches !» Oh, il prononçait ces paroles étonné quand Madame Bayard, la cordonnière, vint à lui, les 14 sous dans la main, mais déjà l'agent 64 le tenait au collet, et Madame Bayard, pensant qu'on ne devait rien à un homme conduit au poste, mit les 14 sous dans la poche de son tablier et, voyant tout à coup sa voiture en fourrière, sa liberté perdue, l'abîme sous ses pas et le soleil éteint, Trinqueby murmura tout de même. Devant le commissaire, le vieillard déclara que, arrêté sur son chemin par un embarras de voiture, il avait été témoin de la scène et qu'il affirmait que l'agent n'avait pas été insulté et qu'il s'était totalement mépris. Il donna ses noms et qualités: docteur David Mathieu, médecin en chef de l'hôpital Ambroise Paré, officier de la Légion d'honneur. En d'autres temps, par exemple en temps de pandémie, un tel témoignage aurait suffisamment éclairé le commissaire. Mais alors, en France, les savants étaient suspects. Trinqueby, dont l'arrestation fut maintenue, passa la nuit au violon et fut transféré le matin dans le panier à salade au dépôt. La prison ne lui parut ni douloureuse ni humiliante. Elle lui parut nécessaire. Ce qu'il frappa en entrant, ce fut la propreté des murs et du carrelage. Il dit: « Pour un endroit propre, c'est un endroit propre, vrai de vrai, on mangerait par terre. » Laissé seul, il voulut tirer son escabeau, mais il s'aperçut qu'il était scellé au mur. Il en exprima tout haut sa surprise. Quelle drôle d'idée! Voilà une chose que j'aurais pas inventée, pour sûr. S'étant assis, il tourna ses pouces et demeura dans l'étonnement. Le silence et la solitude l'accablaient. Il s'ennuyait et il pensait avec inquiétude à sa voiture, mise en fourrière, encore toute chargée de choux, de carottes, de céleri, de mâches, de pissenlits. Et il se demandait anxieux: oh, « Ils m'ont étouffé ma voiture. » Le 3e jour, il reçut la visite de son avocat, Maître Lemaire, l'un des plus jeunes membres du barreau de Paris, président d'une des sections de la Ligue de la patrie française. Trinqueby essaya de lui conter son affaire, ce qui ne lui était pas facile, car il n'avait pas l'habitude de la parole. Peut-être s'en serait-il tiré pourtant avec un peu d'aide, mais son avocat secouait la tête d'un air méfiant à tout ce qu'il disait, et feuilletant des papiers murmurait: « Je ne vois rien du tout cela dans le dossier. » Puis avec un peu de fatigue, il dit en frisant sa moustache blonde: « Dans votre intérêt, il serait peut-être préférable d'avouer. Pour ma part, j'estime que votre système de dénégation absolue est d'une insigne maladresse. » Et dès lors, Trinqueby eût fait des aveux s'il avait su ce qu'il fallait avouer. Vous connaissez la suite.
Anatole France nous brosse le portrait d'une justice parfaitement engluée dans toute une série de préjugés et de stéréotypes, un président bourriche qui consacre 6 minutes pleines et entières à l'interrogatoire de Crankby, qui accorde du poids aux témoins en fonction de l'idée qu'il se fait de leur importance ou de ce qui a l'air de lui plaire, comme l'agent 64 de son nom Bastien Barra, dont la déposition ferme et mesurée est écoutée avec une évidente faveur par le tribunal, ou la plaidoirie de l'avocat Le Merle, qui s'élève sans effort à des considérations très hautes sur les vertus militaires, et dans toute une série de circonlocutions rhétoriques, mais ne tient aucun compte, en revanche, du seul témoin, le docteur David Mathieu, officier de la Légion d'honneur, qui énonce les faits et redit simplement que, témoin de la scène, l'agent s'est mépris et qui n'a pas été insulté. Condamné à la suite d'un procès expéditif, Crankby reprend ses activités, mais victime cette fois de l'opinion qui ne pardonne pas un repris de justice, même condamné à tort. Il perd peu à peu ses clientes, y compris les plus fidèles, tourne à l'aigre, et d'aigreur en aigreur finit dans la pire misère et la plus grande détresse. Je garde la fin pour tout à l'heure. En général, lorsque nous songeons à évoquer quelque chose comme une injustice ou une inéquité épistémique, l'idée qui nous vient spontanément à l'esprit est celle de l'injustice distributive. L'inéquité qui provient d'une distribution injuste dans la distribution des biens épistémiques tels que l'information ou l'éducation. Nous nous demandons, et je crois que l'exposé précédent a été largement consacré à cette question, nous nous demandons si les agents sociaux qui ont un intérêt à tel ou tel bien économique, sociaux, ou en l'occurrence ici épistémique, reçoivent bien ce qui lui est dû. Une théorie de la justice peut être distributive pour un certain type de biens ou transactionnelle pour un certain type d'échange ou de règles. Si on admet que le savoir est une sorte de bien qui peut être réparti dans une société, ce bien doit pouvoir être réparti justement. Il doit être 1. Fini, 2. Le produit d'une procédure juste. L'idée centrale est que le savoir est non seulement un bien que les agents peuvent posséder, mais aussi qu'il est susceptible d'être acquis, transmis, maintenu dans des populations via des procédures qui sont elles-mêmes justes. Dans une perspective d'épistémologie sociale conséquentialiste et véritiste, par exemple, comme celle du philosophe Alvin Goldman, on peut envisager des procédures qui maximisent la distribution équitable de croyances vraies et fiables par l'éducation, les médias, l'expertise, le système légal, etc. Et ici, le concept de justice en matière épistémique est simplement celui quantitatif d'une répartition égale des croyances vraies et de leur maximisation pour chaque individu au sein de la population totale. Le plus grand savoir pour le plus grand nombre. En particulier, si des groupes n'ont pas accès au savoir ou ne peuvent pas le développer, alors leur situation est injuste. On pourrait même imaginer d'appliquer les principes de justice de John Rawls au domaine de la justice épistémique distributive. Par exemple, le principe de différence en matière de justice épistémique serait celui qui serait équitable en ce qu'il produit la plus grande quantité de savoir pour ceux qui sont épistémiquement les plus désavantagés, les plus mal lotis. On a là en vérité un concept clair de justice épistémique, le concept distributif à la fois de biens et de règles. C'est celui qui anime l'idéal d'une éducation pour tous, d'un accès plus large à la culture, à l'information, à l'université, à un ensemble de ressources, la plupart du temps mal partagées et qui doivent être mieux partagées. Cela ne veut pas dire que ce concept de justice épistémique soit toujours aisé à définir, tout comme quand il s'agit d'ailleurs de biens matériels, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui notamment compte comme le fait d'avoir plus de croyances vraies, plus de savoir qu'un autre, et quelles sont les bonnes procédures pour y parvenir ? Goldman définit le bien épistémique comme un degré de croyance élevé. Mais si vous essayez d'appliquer ce concept pour comparer les mérites véritistiques, par exemple, de deux pratiques, vous pouvez tomber sur des distributions qui ne sont pas justes. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas ce type d'injustice que nombre de philosophes contemporains, notamment à la suite de Miranda Fricker dans un livre important paru en 2007, Epistemic Injustice, ont à l'esprit. Ils considèrent même que c'est là un problème secondaire et que l'essentiel du tort causé est d'une autre nature. En vérité, l'inéquité de la situation que subit le pauvre Crankby, dont je ne doute pas un instant qu'elle vous a convaincu, est ce que l'on caractériserait dans les termes de cette littérature comme de l'injustice épistémique, c'est-à-dire le fait pour un individu ou un groupe d'individus de se voir dénier ou empêcher ses capacités de connaître et de transmettre le savoir. Cette injustice peut revêtir deux formes, dites testimoniales et
herméneutique. Il y a injustice testimoniale quand on considère que votre témoignage manque de crédibilité. Le témoin n'est pas cru en raison de son identité, de sa position sociale, de ses origines, de son sexe ou de toute autre propriété indépendante de sa fiabilité comme témoin. Ici, vous l'aurez compris, l'une des raisons pour lesquelles le président Bourriche ne croit pas Crainquebille, ne prend pas son témoignage au sérieux, c'est parce qu'il est un pauvre hère qui ne sait pas s'exprimer, qui présente mal, qui est confus. Que vaut sa parole contre celle du matricule 24 ou celle de l'avocat qui sait si bien parler? Il y a injustice herméneutique lorsque l'individu n'a pas accès aux ressources conceptuelles qui lui permettraient de comprendre sa situation. L'exemple que donne Miranda Fricker de cette injustice est celui d'une jeune fille qui ne se rend pas compte qu'elle est victime de harcèlement sexuel parce qu'elle ne dispose pas de ce concept et n'a pas les moyens de décrire ce qui lui arrive. C'est un déficit d'intelligibilité. On n'a pas les moyens de comprendre sa situation alors qu'on devrait pouvoir comprendre. Crainquebille ne sait pas s'exprimer. Il est étonné, ne comprend pas ce qui se passe, ne sait pas ce que les mots veulent dire, il ne saisit pas la distinction entre la mention et l'usage, ni combien une expression varie en fonction de celui qui la profère, la reçoit et en fonction du contexte. C'est pourquoi il ne voit dans l'expression Maurovache qu'un truc qu'il croira pouvoir ressortir, mais en vain, au plus fort de sa détresse, à l'adresse d'un malheureux soldat pour le conduire à l'arrêter, plaçant désormais son dernier espoir dans la perspective de retrouver la chaleur et la propreté du carrelage de la prison, une prison dans laquelle, vous l'aurez compris, il n'aurait jamais dû aller pour commencer. Injustice testimoniale et injustice herméneutique sont bien intuitivement des cas d'injustice qui ont trait à notre rapport au savoir. Et on voit bien aussi que l'on n'est pas ici en présence donc de ces cas ordinaires d'injustice où vous ne recevez pas ce qui vous est dû, au sens de la justice distributive, par exemple, le salaire qui vous est dû pour rétribuer votre travail, le logement décent auquel tout un chacun a droit, ou encore l'asile que vous devriez obtenir pour des raisons politiques. Miranda Fricker prend l'exemple du jeune noir accusé Tom Robinson, qui subit un tort parce qu'on prend l'exemple du jeune noir, parce qu'on ne lui donne pas le droit à la parole dans un contexte judiciaire et parce qu'on refuse de l'écouter alors même que son témoignage offre a priori toutes les garanties de crédibilité. C'est ce qui se passe pour Crainquebille. L'injustice testimoniale est, dit-on, épistémique parce que l'on ne remet pas en cause la fiabilité de son témoignage en tant que témoignage. Et après tout, il peut se faire qu'on ait d'excellentes raisons de douter d'un témoignage ou de le refuser, n'est-ce pas? Le témoin est ivre, on constate qu'il ment, qu'il est partial, mais cela ne signifie pas que l'on commet alors une injustice à son endroit. Il y a injustice épistémique ici parce que l'on traite le témoin comme non fiable en raison de biais ou de préjugés et parce qu'on ne lui accorde pas ce à quoi il a droit, à savoir d'être entendu et surtout de l'être comme porteur d'une parole crédible. Crédibilité qui peut du reste être en déficit ou en excès. En déficit, c'est clairement le cas de Crainquebille, mais c'est aussi le cas du savant triste. En excès, si le témoin se voit accorder plus que ce que son témoignage autorise, par exemple, si on l'écoute plus volontiers parce qu'il est un homme ou blanc, ou parce qu'il a une autorité particulière, ou occupe un poste ou une position sociale plus éminente ou jugée telle, comme c'est le cas du soldat 24 qui représente l'autorité et les vertus militaires. C'est épistémiquement injuste parce que l'auditeur qui reçoit le témoignage viole en quelque sorte, vous voyez, une obligation qui devrait être la sienne de proportionner le crédit qu'il accorde au témoignage aux seules raisons, en l'occurrence des raisons qu'on dira évidentielles, c'est-à-dire les preuves empiriques qu'il a de croire le témoin. Il y a injustice testimoniale parce qu'on viole une règle générale portant sur la transmission du témoignage. Dans le cas de la deuxième source d'injustice identifiée comme épistémique, l'injustice herméneutique, on ne viole pas la norme de crédibilité, on ne viole pas le droit de l'individu à être traité comme un sujet connaissant, mais on est en présence d'un tort, vous voyez, lié, comme je le disais, à un déficit de compréhension. L'individu n'a pas les ressources nécessaires pour comprendre sa situation. La jeune femme harcelée par son collègue de bureau ne comprend pas ce qui lui arrive car elle n'a pas le concept de harcèlement sexuel. Ou pour reprendre un autre exemple de Miranda Fricker, une jeune femme subit une dépression postpartum, mais ne sachant pas qu'on est sujet à ce type de dépression après un accouchement, elle se reproche d'être irritée ou de mauvaise humeur.
L'injustice ici tient au fait que la société ou le groupe social auquel on appartient ne nous donne pas accès à ces ressources. Elle est structurale. Dans un cas comme dans l'autre, il y a discrimination par atteinte à l'identité et à l'intégrité du témoin qui subit un tort spécifique, un déficit de crédibilité dans sa capacité comme sujet connaissant, un droit que chacun a en partage. Vous noterez qu'il y a en ce sens une asymétrie, du reste, entre le déficit de crédibilité et l'excès de crédibilité, car le second ne prive pas le sujet de sa capacité de connaissance, puisqu'au contraire, il lui accorde trop de cette capacité. Le préjugé est la cause de l'injustice par l'intermédiaire de biais implicites et de stéréotypes associés à une identité sociale ou sexuelle. Plus précisément, dans le cas de l'injustice épistémique herméneutique, quand du fait de son appartenance à un groupe social, un sujet se trouve incapable de comprendre sa situation, sa place dans ce groupe en raison d'un refus systématique de la part du groupe de donner à ce sujet l'accès aux ressources conceptuelles qui lui permettraient de comprendre. J'ajouterai enfin qu'il y a souvent une confusion dans les analyses des partisans de l'injustice épistémique qui consiste à confondre ce qui relève de la justification des croyances auxquelles nous permet par exemple de parvenir un témoignage et les conditions de réception ou d'acceptabilité de celui-ci. Bref, on confond ce qui relève de facteurs causaux, des préjugés, des stéréotypes, avec la valeur proprement épistémique du contenu de ce qui est transmis ou encore les conditions épistémiques permettant d'acquérir un savoir par le biais d'un témoignage, d'une part, les conditions d'acceptabilité du témoignage, les deux choses étant liées, mais ne revenant pas au même. Il est assez peu douteux que si l'on évalue le tort que subit Crankby à l'aune de son rapport au savoir, il entre bien dans ces deux catégories. On pourrait même aller plus loin, parce que savoir, au fond, c'est pas seulement informer, témoigner, affirmer quelque chose, c'est entrer dans un processus, en tout cas pour moi, ça compte énormément, c'est entrer dans un processus d'échange d'idées et d'arguments, de participation. Cela suppose que l'on soit considéré comme un agent, que le chercheur soit reconnu pour ses capacités ou vertus intellectuelles de chercheur, qui participe activement à la discussion, et non pas comme un simple récepteur passif. Il intervient à part entière dans l'échange de façon interactionnelle et réciproque. Participer, c'est pas seulement échanger des informations, c'est aussi poser des questions, suggérer des idées, entretenir des hypothèses. Ainsi, dans un échange entre un professeur et un élève, plus que la crédibilité que le professeur attache à ce que dit l'élève, il s'emploie à lui donner confiance, de telle manière que l'élève pose des questions et que le professeur lui témoigne que celles-ci sont pertinentes. C'est cela, le professeur le sait, qui donnera confiance. Prendre part à une discussion, à une délibération, implique donc de procéder à des évaluations, d'émettre des jugements qui ont du reste en général pour caractéristique d'être plus immédiats, de s'appuyer plus sur la perception que sur des inférences, de s'inscrire dans un espace où l'on donne ses raisons, où l'on n'hésite pas à montrer ses motivations à les donner et les émotions dont elles sont chargées. Si les préjugés que l'on a envers celui avec qui on échange introduisent plus d'anxiété et d'incertitude, alors on lui cause un tort qui peut d'ailleurs assez vite prendre de l'ampleur, lui faire perdre toute confiance en lui, le conduire au silence et au renoncement. C'est bien ce qui se passe du reste, si vous avez bien entendu, dans le cas de Crankeby, qui perd confiance, qui n'a pas l'habitude de la discussion et renonce à s'expliquer. C'était trop difficile, parce que le juge lui a montré qu'échanger avec lui ne servait à rien. Dans une telle compagnie, le respect et l'effroi lui fermaient la bouche. Aussi gardait-il le silence, et le président faisait lui-même les réponses, elles étaient accablantes. Crankby, reconduit en prison, s'assit sur son escabeau enchaîné, plein d'étonnement et d'admiration. Il ne savait pas bien lui-même que les juges s'étaient trompés. Le tribunal lui avait caché ses faiblesses intimes sous la majesté des formes. Il ne pouvait croire qu'il eût raison contre des magistrats dont il n'avait pas compris les raisons. Il lui était impossible de concevoir que quelque chose clochât dans une si belle cérémonie, car n'allant ni à la messe ni à l'Élysée, il n'avait de sa vie rien vu de si beau qu'un jugement en police correctionnelle. Il savait bien qu'il n'avait pas crié mort aux vaches et qu'il lui était condamné à 15 jours de prison pour l'avoir crié. C'était en sa pensée un auguste mystère, un de ces articles de foi auxquels les croyants adhèrent sans les comprendre, une révélation obscure, éclatante, adorable et terrible. Ce pauvre vieil homme se reconnaissait coupable d'avoir mystiquement offensé l'agent 64, comme le petit garçon qui va au catéchisme se reconnaît coupable du péché d'Ève. Il lui était enseigné par son arrêt qu'il avait crié mort aux vaches, c'était donc
qu'il avait crié « mort aux vaches !» d'une façon mystérieuse, inconnue de lui-même. Il était transporté dans un monde surnaturel, son jugement était son apocalypse. S'il ne se faisait pas une idée nette du délit, il ne se faisait pas une idée plus nette de la peine. Sa condamnation lui avait paru une chose solennelle, rituelle et supérieure, une chose éblouissante, qui ne se comprend pas, qui ne se discute pas, et dont on n'a ni à se louer ni à se plaindre. À cette heure, il aurait vu le président bourriche, une auréole au front, descendre avec des ailes blanches par le plafond entrouvert, qui n'aurait pas été surpris de cette nouvelle manifestation de la gloire judiciaire. Il se serait dit « voilà mon affaire qui continue. C'est pas ordinaire ce qui m'arrive ». Les types de situations que je viens donc d'indiquer sont indéniablement des cas d'injustice, des cas où des individus, mais cela pourrait aussi valoir, n'est-ce pas, pour des groupes, ne sont pas traités équitablement ou comme ils devraient l'être. Toute la question est de savoir si ce sont des cas d'injustice d'une catégorie qui relèverait, au fond, de quelque chose d'intrinsèquement épistémique, ou plus banalement, des cas d'oppression sociale, politique, économique, sexuelle ou autre. Or, j'émettrai à cet égard plusieurs réserves. Premièrement, des choses ou des événements qui ont des propriétés épistémiques, qui sont donc en relation avec le savoir, ont aussi d'autres propriétés. Une assertion, c'est quelque chose qui a un certain contenu. Elle peut être sincère ou pas, un secret aussi a un certain contenu épistémique, mais ce n'est pas un secret sans des intentions des agents, etc. Donc, nombre d'objets qui ont des propriétés épistémiques les ont en relation à un contexte social. La question qui se pose est celle de savoir si ces propriétés sociales de l'usage des assertions, témoignages, représentations sont essentielles ou accidentelles relativement à leur statut épistémique. Autrement dit, les évaluons-nous pour leur vérité ou leur justification, ou bien pour leurs causes et pour leurs effets sociaux. Ensuite, pour dire que le rapport au savoir peut entraîner une injustice, encore faut-il admettre que le savoir, la vérité, la compréhension ont une certaine valeur. Après tout, certaines connaissances ne sont-elles pas inutiles ou sans intérêt? Par exemple, connaître tous les numéros du téléphone du bottin par cœur, au moment où il y en avait un. Bref, si je vous prive de cette connaissance, vous aurais-je fait du tort? Aurais-je en quoi que ce soit porté atteinte à votre intégrité? Je ne pense pas que votre capacité en tant que sujet connaissant ait été altérée, ni votre identité sociale menacée. Pour pouvoir parler donc d'injustice ou de tort à votre endroit, il faut que je puisse vous montrer que vous avez été privé de connaissances en quelque sorte significatives, vous voyez, et donc que je puisse en déterminer la valeur. Par exemple, dois-je considérer que connaître, c'est mieux que disposer d'une croyance vraie justifiée? Ou encore, puisque, ainsi que l'a montré William James, nous avons toujours le droit dans notre relation au savoir entre préférer entre préférer aspirer à la vérité et chercher à tout prix à éviter l'erreur, comment allons-nous estimer le préjudice que je vous ai causé et le hiérarchiser en fonction de l'option que j'ai retenue? Qu'est-ce qui est le plus injuste? Donner à quelqu'un un simple degré de croyance, plus ou moins fiable, le tenir plus ou moins bien informé, ou bien l'empêcher de s'informer, ou le laisser totalement dans l'ignorance? On peut penser assez naturellement, mais cela suppose précisément, vous voyez, de se placer dans une optique différente de celle de Fricker et qu'elle juge moins pertinente, à mon sens à tort, que s'il est par exemple deux biens qu'on devrait promouvoir, l'éducation, ce serait de favoriser l'acquisition de croyances vraies et de diminuer le risque d'être victime de fausses croyances. Eh bien, les deux types d'injustice épistémique que j'ai évoqués, testimoniale et herméneutique, s'appliquent, comme je l'ai dit, à la justice transactionnelle, laquelle porte non pas sur un certain type de biens ou de commodités, mais sur les transactions entre individus et groupes. Dans le cas de l'injustice testimoniale, il y a injustice parce que vous avez violé une règle générale de transmission du témoignage, la norme de crédibilité. Or, la crédibilité ne peut pas être une simple affaire de distribution, car contrairement aux biens ordinaires, elle est infinie. La justice transactionnelle ne porte pas sur des biens épistémiques, ni même sur les règles de leur distribution, mais sur les échanges et les interactions entre individus et groupes, et sur le statut de ces individus et groupes dans ces échanges. Vous êtes victime d'une injustice non pas parce que vous avez moins de savoir que moi, alors que vous devriez en avoir autant, non pas parce que vous êtes ignorant, mais parce que j'ai violé votre droit au savoir. Le droit au savoir et le droit à la crédibilité ne sont pas la même chose que la quantité de savoir. Ils portent, si l'on peut dire, sur les conditions d'accès à l'espace des raisons et non pas sur le partage des raisons à l'intérieur de cet espace. Si l'on vous refuse un statut ou un droit,
Possédé en tant qu'être humain, personne, membre d'une communauté, on commet une injustice. Mais vous voyez que si l'on commence à définir la justice et l'équité en termes de droit, d'autres questions que celles que nous venons d'évoquer entrent en jeu, comme celle de l'extension de ces droits, la nature de ceux qui peuvent s'en réclamer à titre individuel et collectif. Cela suppose que l'on n'est plus alors dans le strict domaine de l'injustice épistémique. Mais rien n'interdit dès lors que l'on puisse régler le problème en choisissant de délimiter telle ou telle sphère de justice. Selon que vous allez viser les droits de l'homme, le droit des individus à disposer d'eux-mêmes, de mener l'existence qu'ils jugent bonne, etc. Certes, certains de ces droits, le droit à l'information, le droit au savoir, le droit à l'éducation, sont plus évidemment épistémiques. Par exemple, le droit à l'information des habitants d'un territoire sur lequel on envisage d'implanter une usine ou un aéroport est un droit de base. De même, les consommateurs ont le droit de savoir quels produits chimiques il y a dans ce qu'ils mangent. Les justiciables ont le droit d'avoir accès à leur dossier administratif, les patients à leur dossier médical. Mais est-ce que le fait que ces droits, vous voyez, impliquent l'accès à une information en fait pour autant des droits épistémiques? Et est-ce que le fait qu'ils soient souvent violés implique que ceux qui se les voient refuser, dans des circonstances particulières ou en général, soient victimes d'une injustice d'un type particulier, l'injustice épistémique? Je crois que c'est très douteux. Comment espérer alors ramener en tout ceci un peu d'équité? Et y a-t-il une manière de le faire qu'il faille privilégier? Les auteurs qui écrivent sur l'injustice épistémique raisonnent souvent en termes plus ou moins déontologiques, en fait, en supposant qu'il existe une sorte de devoir épistémique, celui de proportionner la crédibilité d'un témoin aux raisons évidentes, au sens de l'évidence, qu'on a de croire le témoin en question. Dans ce cas, il y aurait bien une corrélation, vous voyez, entre justice épistémique et devoir épistémique. Pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas considérer que plutôt qu'ils ne les violent et commettent des injustices épistémiques, commettent tout bonnement des erreurs, font des paralogismes, on n'est pas injuste pour avoir commis tout de même une faute de logique. Encore ça se discute. Ensuite, les partisans d'une telle approche admettent qu'il peut y avoir injustice épistémique quand l'auditeur se donne à lui-même un surplus ou un excès, et pas seulement un déficit de crédibilité. Par exemple, lorsque des chercheurs sexistes ou racistes considèrent que se jugent être meilleurs que les femmes ou que les noirs de leur labo. De même, ils reconnaissent que les injustices épistémiques ne reposent pas toutes sur une sous-évaluation des capacités de connaissance de l'agent. Il peut arriver qu'il y a un déficit épistémique quand on considère que le sujet s'y connaît, vous voyez, en fonction de son appartenance précisément à un groupe. Parce qu'il est noir, il sait mieux danser, vous voyez. Bon. Plus important encore, les déficits de crédibilité ne sont pas tous injustes. Des individus habiles peuvent simuler l'ignorance, envie de tromper leurs adversaires, comme l'inimitable inspecteur Colombo qui trompe ses victimes en jouant les balourgues à feu. Cela veut donc dire que vous ne pouvez pas considérer la crédibilité comme un droit universel, mais uniquement comme un droit en quelque sorte présomptif qui peut être violé dans certaines circonstances. Mais cela ne fait pas du droit en question un droit épistémique en soi. Mais si réduire l'inéquité ainsi entendue revient à adopter, vous voyez, un principe présomptif d'égale crédibilité, tout le monde, à ce moment-là, devrait pouvoir en bénéficier. Or, tout le monde a-t-il droit à une crédibilité égale? Quid des fous, des malades, des fanatiques, des dogmatiques, des idiots? Bon. Quid des situations où la différence de savoir est constitutive et nécessaire, justement, comme l'éducation? L'accès à l'information est systématiquement inégal dans certains dispositifs. Est-ce nécessairement une injustice? La justice épistémique, selon Fricker, repose sur le caractère vertueux, épistémiquement, des échanges d'informations et des témoins, où la vertu est une forme de sensibilité qui repose plus, comme je l'ai dit, sur la perception, vous voyez, et les émotions que sur les inférences. Mais on peut alors se demander, d'une part, si cela ne s'applique pas mieux à des transactions individuelles ou à des relations entre des individus qu'à la société. Car comment allons-nous évaluer, n'est-ce pas, les institutions vertueuses? Dirons-nous que ce sont celles qui adoptent des formes sociales de correction des préjugés? D'autre part, et peut-être plus encore, on peut émettre des doutes sur le modèle perceptuel et particulariste qui est ainsi défendu et que l'on retrouve aussi de manière générale dans ce qu'on appelle les éthiques à visage humain, que sont les diverses théories de la reconnaissance ou les idéologies du Caire. Mais je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur ce point que j'ai examiné ailleurs.
Il n'empêche, si ces conditions sont toujours affaires de circonstances, de jugement, de sensibilité particulière, que reste-t-il donc de l'idée de départ d'une norme générale de crédibilité et d'un ensemble de capacités propres à tout agent connaissant? En quoi le fait de porter attention aux identités sociales et aux préjugés va-t-il éviter des injustices épistémiques? Il va éviter les injustices, mais pas nécessairement changer la situation épistémique globale, au sens de la quantité de savoir, une fois encore, possédé. Alors, sans doute importe-t-il de souligner ce que l'on a eu tendance à sous-estimer pendant de longues années, que parvenir à l'équité suppose d'être attentif à deux sources possibles d'injustice, selon qu'elles sont liées à l'appartenance des individus à des groupes et à l'identité qui les constitue, donc le modèle transactionnel, n'est-ce pas, selon qu'elles portent sur les conditions distributives des biens épistémiques, tels que le savoir, ce que j'ai appelé le modèle distributif. Il est clair qu'il peut y avoir des conflits entre ces deux modèles et ces deux types de jugements, tout comme il faut aussi, je pense, les combiner. Je doute en particulier que l'adoption systématique du seul modèle transactionnel, qui est celui justement que prônent les partisans de, si vous voulez, l'épistémologie, des injustices épistémiques, suffise à venir à bout de tous les problèmes. Pour conclure, je ne prétends pas naturellement, en vous livrant ces quelques réflexions, avoir réussi à procéder à un parfait nettoyage de la situation verbale. Comme je l'ai dit d'emblée, l'équité est un sujet propice à tous les dangers, et j'ai toujours réprouvé pour ma part une réaction quasi viscérale. J'ai toujours éprouvé pour ma part une réaction quasi viscérale au rationalisme moral. Évoquant Wittgenstein, Jacques Bouvresse rappelait, je le cite, que l'essentiel de l'effort philosophique que l'on doit consentir sur certains sujets, comme par exemple l'éthique, devrait consister précisément à se délivrer de la tentation d'en dire quelque chose. Et ajoutait-il qu'en philosophie, plus que partout ailleurs, il y a où il devrait y avoir un temps pour parler et un temps pour se taire. Car au fond, les choses sont en éthique d'une clarté si brutale et si définitive qu'il n'y a rigoureusement rien à en dire. Et il ajoutait: autant Wittgenstein considère que la philosophie est un exercice réservé à un petit nombre parce qu'elle exige un type d'effort et d'ascèse que bien peu de gens, en fait, sont disposés à consentir, autant il est persuadé qu'en fin de compte, l'éthique ne relève pas à proprement parler de la philosophie, qu'elle n'est pas du tout une affaire de spécialistes, que pour autant que l'on réussisse à en parler réellement, on ne peut jamais en dire que des choses extrêmement simples et banales, des choses qu'en un certain sens, tout le monde sait, et qui sont finalement de bien peu d'intérêt et de secours dans la conduite de la vie. Dans quelle mesure, pour reposer la question cruciale, le philosophe est-il qualifié pour parler de morale? Est-il fondamentalement meilleur, plus expérimenté ou plus heureux que le reste des hommes? Quel genre de secret détient-il? Que pourrait-il bien savoir que d'autres ignorent? De toute évidence, rien. Et il est clair, pour parler en termes wittgensteiniens, que tout ce que les philosophes se sont efforcés de dire est de bien peu de poids comparé à ce qu'ont réussi à montrer des écrivains comme Shakespeare, Balzac ou Tolstoï dans leurs œuvres. Pour Wittgenstein, l'éthique n'a rien à voir avec des questions philosophiques telles que y a-t-il un bien et des valeurs, y a-t-il une conscience morale, y a-t-il de l'équité? Que la vertu est toujours récompensée. Là où l'éthique est réellement présente, comme écrit Bouvresse dans La rime et la raison, on ne nous parle pas d'éthique. Et là où l'on en parle, on parle en fait d'autre chose. Mais vous l'aurez compris, si un auteur comme Wittgenstein jugeait finalement que l'éthique était un sujet beaucoup trop grave pour qu'on en parlât, si pareillement un philosophe comme Peirce jugeait indispensable d'évacuer du savoir les intérêts moraux, politiques ou religieux, c'est parce que dans un cas comme dans l'autre, la rationalité, à leurs yeux, devait en réalité obéir à des principes normatifs stricts. Comme le rappelait Bouvresse à propos de Wittgenstein dans La rime et la raison, il ne faut pas confondre le refus du rationalisme moral en tant que réponse philosophique à un problème de fondement avec le rejet de l'idée de morale rationnelle. Les idées de raison et de rationalité ont elles-mêmes un caractère si directement et si profondément éthique qu'il est difficile de dire a priori dans quelle mesure l'éthique peut être fondée sur la raison plutôt que l'inverse. C'est certainement en partie ce que veut dire Wittgenstein, mais chez lui, l'option en faveur de la rationalité, c'est-à-dire, selon sa propre expression, d'un certain style de pensée, est absolument radicale et sans compromission. Autrement dit, les réticences que l'on peut avoir à appliquer l'épistémologie à l'éthique s'inscrivent en fait souvent dans la conviction du primat de l'éthique. C'est pourquoi la défense de la raison
paraissait à Bouvresse, en fin de compte, plus conforme à l'esprit démocratique que le genre de critique radicale de la raison dans lequel se sont illustrés tant de penseurs contemporains. Et ce pourquoi encore la meilleure manière de promouvoir la démocratie, ainsi qu'il l'écrivait dans Rationalité et cynisme, est et reste la recherche de la vérité et la foi que l'on place en la valeur de la connaissance et de la rationalité. Je le cite: proposer de se jeter dans l'irrationalisme comme le font certains néopragmatistes et de liquider certaines valeurs jugées démodées, telles que la rationalité communicationnelle ou critique, est une curieuse façon de concevoir le progrès, puisque cela reviendrait à supprimer sans aucune contrepartie explicite la dernière protection dont disposent les plus faibles et les plus démunis contre l'arbitraire des plus forts et des mieux armés. Si l'on estime que cette protection est tout à fait illusoire, il faut indiquer clairement en quoi consisterait une protection plus efficace et ce qu'elle impliquerait. Eh bien, c'est en pensant à ces plus démunis que je vous propose donc, pour finir, de redonner la parole à Crinquebille. Regardons-le, si vous voulez bien, une dernière fois. La misère vint, la misère noire. Le vieux marchand ambulant, qui rapportait autrefois du faubourg Montmartre les pièces de 100 sous à plein sac, maintenant n'avait plus un rond. C'était l'hiver. Expulsé de sa soupente, il coucha sous des charrettes dans une remise. Les pluies étant tombées pendant 24 jours, les égouts débordèrent et la remise fut inondée. Accroupi dans sa voiture au-dessus des eaux empoisonnées, en compagnie des araignées, des rats et des chats faméliques, il songeait dans l'ombre. N'ayant rien mangé de la journée, n'ayant plus pour se couvrir des sacs du marchand de marrons, il se rappela les 2 semaines durant lesquelles le gouvernement lui avait donné le vivre et le couvert. Il envia le sort des prisonniers, qui ne souffrent ni du froid ni de la faim, et il lui vint une idée. Puisque je connais le truc, pourquoi que je m'en servirais pas ? Il se leva, sortit dans la rue. Il n'était guère plus de 11 heures. Il faisait un temps aigre et noir. Une bruine tombait, plus froide et plus pénétrante que la pluie. De rares passants se coulaient au ras des murs. Crinquebille longea l'église Saint-Eustache, tourna dans la rue Montmartre. Elle était déserte. Un gardien de la paix se tenait planté sur le trottoir au chevet de l'église sous un bec de gaz, et l'on voyait autour de la flamme tomber une petite pluie rousse. L'agent la recevait sous son capuchon. Il avait l'air transi, mais soit qu'il préférât la lumière à l'ombre, soit qu'il fût là de marcher et de rester sous son candélabre, et peut-être s'en faisait-il un compagnon, un ami. Cette flamme tremblante était son seul entretien dans la nuit solitaire. Son immobilité ne paraissait pas tout à fait humaine. Le reflet de ses bottes sur le trottoir mouillé, qui semblait un lac, le prolongeait intérieurement et lui donnait de loin l'aspect d'un monstre amphibie à demi sorti des eaux. De plus près, encapuchonné et armé, il avait l'air monacal et militaire. Les gros traits de son visage, encore grossis par l'ombre du capuchon, étaient paisibles et tristes. Il avait une moustache épaisse, courte et grise. C'était un vieux Sergo, un homme d'une 40aine d'années. Crinquebille s'approcha doucement de lui et d'une voix hésitante et faible lui dit « Mort aux vaches !» Puis il attendit l'effet de cette parole consacrée, mais elle ne fut suivie d'aucun effet. Le Sergo resta immobile et muet, les bras croisés sous son manteau court. Ses yeux grands ouverts et qui luisaient dans l'ombre regardaient Crinquebille avec tristesse, vigilance et mépris. Crinquebille, étonné, mais gardant encore un reste de résolution, balbutia « Mort aux vaches, que je vous ai dit !» Il y eut un long silence, durant lequel la pluie fine et rousse éreignait l'ombre glaciale. Enfin, le Sergo parla. « Ce n'est pas à dire. Pour sûr et certain que ce n'est pas à dire. À votre âge, on devrait avoir plus de connaissances. Passez votre chemin. Pourquoi que vous ne m'arrêtez pas ?» demanda Crinquebille. Le Sergo secoua la tête sous son capuchon humide. S'il fallait empoigner tous les poivreaux qui disent « ce qui n'est pas à dire », il y en aurait de l'ouvrage. Et de quoi que ça servirait ? Crinquebille, accablé par ce dédain magnanime, demeura longtemps stupide et muet, les pieds dans le ruisseau. Avant de partir, il essaya de s'expliquer. « Mais c'était pas pour vous que j'ai dit mort aux vaches. C'était pas plus pour l'un que pour l'autre que je l'ai dit. C'était pour une idée. » Le Sergo répondit avec une austère douceur. Que ce soit pour une idée ou pour autre chose, ce n'était pas à dire. Parce que quand un homme fait son devoir et qu'il endure bien des souffrances, on ne doit pas l'insulter par des paroles futiles. Je vous réitère de passer votre chemin. Crinquebille, la tête basse, les bras ballants, s'enfonça sous la pluie dans l'ombre. Gare au langage donc, car cela ne vaut pas que pour le philosophe.
Cela vaut aussi, on ne le voit que trop, pour Crankby, mais pour des raisons, vous l'aurez compris, strictement inverses. Lui, il ne sait pas parler, il ne sait pas ce que parler veut dire. Et qu'on le veuille ou non, on ne peut s'empêcher de penser qu'il avait mieux maîtrisé le langage. Il aurait pu mieux s'exprimer, donner plus de fermeté à son propos, être plus sûr de lui et dès lors apparaître plus crédible. Or, l'acquisition du langage et de l'art de parler, c'est bien l'éducation qui la procure. Crankby ne demande pas qu'on prenne soin de lui. Le seul moment où il demande un peu d'empathie, c'est quand il est tellement hébété parce qu'il lui arrive qu'il a besoin, tant la situation est absurde pour ne pas avoir l'impression de rêver, de sentir au moins le compagnonnage de son gardien. Crankby ne se sent pas ontologiquement vulnérable. Peut-être a-t-il tort de ne pas se sentir victime, peut-être devrait-il se plaindre, lui qui tient que la prison, il n'y a pas à se plaindre, on y a tout ce qu'il vous faut, bien qu'on soit tout de même mieux chez soi. Peut-être son attitude est-elle au contraire l'illustration parfaite de l'aliénation, de la servitude volontaire portée à son comble. Qui pourrait trancher? Lorsque l'on juge une situation à une perception, à un sentiment, à une émotion, il faut être prêt à dire que celles des uns valent bien celles des autres. Or, les miennes vont plutôt dans un sens différent. Crankby ne se plaint pas de mener une vie harassante. Au contraire, il aimerait bien reprendre le cours des choses comme avant, comme quand il pouvait en retirer de la joie et de la fierté. En revanche, ce qu'on aimerait vraiment qu'il ait plus en partage, et qu'il ait eu depuis le début plus en partage, c'est l'accès au savoir, qui seul donne la liberté. C'est pourquoi je ne puis m'empêcher de penser que si toutes les injustices et formes d'oppression que nous avons été amenés à distinguer sont bel et bien incontestables et appellent à être réglées sans distinction aucune, la plus importante est bien celle qui permettrait de donner le droit à tous, et notamment aux plus mal lotis, de l'accès au savoir. Et qu'on le veuille ou non, cela passe par la justice distributive et par un combat acharné pour que l'égalité des chances que seule peut promouvoir l'école ne reste pas un vain mot, mais un idéal auquel on ne saurait envisager une seule seconde de renoncer.